Allez, comme tous les vendredis sur TV Finance, on refait la semaine éco et on essaye même de voir un petit peu au-delà de cette semaine éco avec aujourd'hui Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour Vincent. Économiste chez RF Research. Semaine placée sous le signe de la Fed. Bon, il y a eu cette réunion de la Fed, pas de mouvement sur les taux, ça on s'y attendait. Ça annonce une hausse de taux en décembre, c'est ce qu'attend le consensus. Et puis surtout cette nomination de Jerome Powell, finalement, bon, tout le monde s'y attendait, c'est confirmé. Qui est Jerome Powell et qu'est-ce que ça va changer ? Alors, qui est Jerome Powell? D'abord, un gouverneur actuel de la Fed, donc on le connaît un petit peu puisqu'il est au board depuis 2012. Quelqu'un de plutôt, effectivement, qualifié de colombe, hein, donc pas précipité ou pas pressé de remonter ou de durcir les conditions monétaires. Également, un personnage assez ardent défenseur de la déréglementation financière. Et je pense que cet élément-là est peut-être le plus important. En réalité, c'est certainement ce qui a convaincu Donald Trump de remplacer en réalité Janet Yellen par... elle aurait pu être conduite et le plus curieux en réalité au regard de l'histoire américaine, c'est qu'elle ne le soit pas. Donc il y a là un message. On sait, Janet Yellen s'était fortement opposée à toute déréglementation ou marche arrière en termes de réglementation financière. Là, on ouvre la porte effectivement vers quelque chose de différent et qui caractérisera sans doute davantage l'ère ou les débuts de l'ère Powell que sa politique de taux d'intérêt. Bon, c'est plus qu'un clone de Janet Yellen. Hein. L'aspect des réglementations fait qu'il ira plus loin, mais enfin en termes de rythme de relèvement des taux, il va y aller entre guillemets aussi mollo que Janet Yellen. Oui, en tout cas, le point de départ est celui-là. Après, effectivement, nous sommes dans une configuration où l'économie américaine donne des signes à nouveau de meilleure santé conjoncturelle, où l'environnement des marchés est celui que vous connaissez bien, c'est-à-dire qu'on a quand même des marchés extrêmement positifs, avec des valorisations qui sont très élevées, que les banquiers centraux regardent de très près. Donc je pense qu'in fine, on devrait quand même avoir une tendance, une révision des anticipations de la Fed en matière de hausse des taux par rapport à l'extrême prudence qui était en place jusqu'à récemment. Donc, mais cet élément-là devrait être net potentiellement compensé par un peu de déréglementation financière. Hein. C'est là un mixte effectivement qui devrait plutôt plaire au marché, en particulier au marché d'actions. Justement, alors j'aimerais bien vous montrer un graphique du S&P. Là, est-ce que la régie peut l'envoyer parce que mon ordinateur ne fonctionne pas. Du coup, la hausse peut continuer comme ça sur les marchés. C'est vraiment un marché qui ne peut qu'aller vers des plus hauts historiques. Mais écoutez, je crois qu'on peut le craindre. Voilà, je pèse mes mots. Je pense qu'effectivement, les conditions sont assez largement en place pour une poursuite de cette hausse, sans doute extravagante des indices mondiaux et tout particulièrement américains. Pourquoi? D'abord parce qu'on a encore beaucoup de liquidités et quoi que fasse la Fed en matière de réduction de son bilan, tout ceci est très graduel. La BCE, on le sait, va continuer à injecter des liquidités. La Banque de Chine est également soutient considérablement cette politique-là et rien ne change au Japon. Donc ce contexte-là maintient les taux d'intérêt à des niveaux faibles et la recherche de rendement favorise largement le marché action. Donc si vous avez quelques bonnes nouvelles additionnelles, c'est-à-dire pas de réduction du risque de resserrement monétaire, déréglementation ou ouverture d'une fenêtre en faveur d'une déréglementation supplémentaire et peut-être sans doute d'ailleurs réforme fiscale, baisse des bénéfices de la taxation des bénéfices des entreprises américaines, vous voyez bien qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Le plan est en place là, le plan est en place, on en connaît les contours. Tout est la question de... L'objectif c'est que ça se fasse avant Thanksgiving, hein, je crois. Exactement, ce qui n'est pas forcément évident compte tenu des difficultés à recueillir une majorité, y compris du côté des républicains. Donc la partie n'est pas encore gagnée, mais on sent bien qu'il y a une volonté de toute façon d'aller dans ce sens. Et pour les républicains, c'est la préparation quand même des élections de mid-term qui se jouent. Donc voilà, si c'est pas Thanksgiving, ce sera peut-être au tout début de l'année prochaine, mais il semble qu'il y ait là quelque chose à venir encore qui viendra soutenir les marchés. Hausse extravagante donc, mais concrètement, il y a quand même du solide quand on voit les statistiques américaines. Regardez vendredi dernier, la première estimation du PIB
non pas 2,6 mais 3%. Là, on va avoir les non-farm payrolls, les créations d'emplois, ça s'annonce bon. Je crois qu'on attend 313 000 créations d'emplois contre 33 000 destructions. C'est quand même des chiffres forts. Le solide, ça fait un moment qu'on le price, qu'on l'attend, qu'il avait été intégré. Donc c'est là qu'effectivement les marchés, donc on a pris pas mal d'avance. Maintenant le solide, alors le produit intérieur brut, effectivement, la grande conclusion, c'est que finalement ces ouragans, n'ont pas eu d'impact massif sur la consommation. Au contraire, puisque les ménages ont dû remplacer des véhicules, etc. Donc ça a plutôt stimulé la consommation du mois de septembre. Dans les chiffres du PIB également, vous avez une contribution des stocks, 0,7 points quand même. Donc si on corrige des stocks, on est quand même pas loin des anticipations que faisaient les économistes. Marché de l'emploi cet après-midi sera important. Attention néanmoins, 300 000, 310 000. Sachant que le mois dernier a été un mois négatif, sanctionné par les ouragans, vous divisez par 2 parce qu'il faut bien lisser, et donc vous revenez sur un rythme de 150 000. Finalement, les anticipations du marché sont très réservées en réalité. La bonne surprise, ce serait qu'on ait du 350, 380 000, auquel cas vous retrouvez un rythme de création mensuelle supérieur à 150 000 par mois, parce que 150 000 par mois en moyenne, c'est très faible. En glissement annuel, ça nous fait du 1,5%. C'est quand même pas suffisant certainement pour stimuler la croissance des salaires. On se rapproche de nous avec la Grande-Bretagne et cette réunion de la Banque d'Angleterre qui a débouché sur un relèvement de taux, le premier en 10 ans, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Probablement pas. Je pense que la grande majorité des économistes étaient un petit peu stupéfaite de cette annonce du mois de septembre tout d'abord et de sa concrétisation qui semblait assez inévitable à partir du moment où effectivement Mark Carney s'était bien avancé sur cette décision. Maintenant, la hausse d'un quart de point est faite. C'est de mon sens et je pense de la sens de la plupart des économistes une erreur, un faux pas, sans grande conséquence me semble-t-il, tant qu'effectivement c'est juste un quart de point. Et puis maintenant il va falloir attendre effectivement que la façon dont les choses se présentent à la veille du Brexit, et elles se présentent assurément pas bien pour l'instant. Côté zone euro, côté français, on a eu le chiffre du PIB au troisième trimestre, plus 0,5%, conforme aux attentes, mais quand on regarde un petit peu tout ce qui est publié en zone euro, on se dit que ça va très bien, ça va de mieux en mieux, et que l'Europe rattrape les États-Unis. Oui, alors on a eu l'an dernier d'ailleurs plusieurs trimestres, 3 ou 4 trimestres, où la croissance en tendance annuelle était supérieure à l'américaine. Je pense que cette tendance peut se poursuivre. Alors on pourrait... On va doubler les États-Unis ? Oui, c'est pas du tout impossible. L'économie américaine est quand même en bout de cycle. Donc on a un cycle qui, grâce à tout un tas de choses, dont maintenant des effets richesse, finit par se prolonger, mais qui perd en dynamique. L'Europe, si tout se passe bien, est plutôt en début de cycle et a encore potentiellement de quoi entretenir cette dynamique. Alors, ça ne veut pas dire que je sois forcément très optimiste sur la poursuite de l'accélération de la croissance. Je pense qu'on peut plafonner sans doute assez rapidement, mais on a une configuration européenne qui offre aujourd'hui à nouveau de la place pour des perspectives un peu plus encourageantes. Maintenant, le gros morceau se fera ou ne se fera pas en fonction des avancées structurelles, et là on regarde clairement du côté de l'Allemagne avec la formation d'un nouveau gouvernement qui sera peut-être pas tout à fait celui qu'on aurait préféré. C'est ce que l'on suivra surtout là, une fois cet épisode des banques centrales passé, ça va un petit peu... Le politique va revenir sur le devant de la scène. Oui, je pense. Très bien. Véronique Riche-Fleuras, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour refaire la semaine éco économiste chez RF Research. Merci.